Bonjour, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, Vénus et moi-même vous présentons Chien de guerre d'Adrian Tchaïkovski. Quoi? Quoi? Non, mais attends, quoi? Ah non, je t'ai jamais dit chat de guerre. Hein. Non, 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 ne me fais pas. Je ne t'ai jamais dit chat de guerre. Je t'ai bien dit qu'on présentait Chien de guerre d'Adrian Tchaïkovski, pas chat de guerre, ça n'existe pas. Hein? Oh, fais pas ta cabotine. Arrête, écoute. Bon, générique. Et c'est qui l'auteur? Adrian Tchaïkovski, né le 14 juillet 1972 à Woodhall Spa en Angleterre, est un romancier britannique de fantasy, d'horreur et de science-fiction. Il a étudié la zoologie et la psychologie à l'université de Reading. Il a ensuite travaillé comme cadre juridique, profession qu'il exerce encore aujourd'hui. Son roman Dans les profondeurs du temps a reçu le prix British Science Fiction du meilleur roman 2019. Le prix Hugo de la meilleure série littéraire 2023 a été attribué à sa série Dans la toile du temps. Mais Adrian Tchaïkovski se refuse à mentionner cette distinction dans sa bibliographie en raison de la controverse entourant les prix Hugo 2023. Ils ont en effet été soupçonnés d'autocensure par complaisance avec la Chine où cette très prestigieuse cérémonie avait tenu son édition. Et c'est quoi l'histoire? Tout ce que veut Rex, c'est être un bon chien. Et lorsqu'il est un bon chien, son module de rétroaction le lui dit « bon chien ». Et cela lui procure du bien-être. Rex est un combattant biomorphe, un chien augmenté d'un cybercortex et d'un corps humanoïde presque incassable. Il peut communiquer avec les autres biomorphes de son équipe par réseau, c'est-à-dire quasiment par télépathie. Il porte un armement conséquent et sa voix est terrifiante. Il l'utilise pour s'adresser aux humains en langage articulé ou pour émettre des grognements dissuasifs devant des ennemis désignés. Même légèrement voûté, Rex mesurait près de 2,40 m. Son crâne un peu aplati était à peine dépassé par les armes automatiques, ses grands chiens montaient sur les harnais de ses épaules. Il n'avait pas le physique d'un adepte de la gonflette, plus mince, plus sec, il était conçu pour la course et le combat. Bien entendu, son corps n'était pas entièrement humain, il se déplaçait aussi bien à 4 pattes que debout. Quelqu'un avait travaillé dur pour adapter son armement à la manière dont ses membres s'étiraient ou se comprimaient. Azanto devait connaître les particularités de Rex, des muscles très denses, une peau constituée de fibres résistantes aux impacts, des os creux aussi solides que des tubes en titane. Mais cette connaissance ne l'aida en rien quand elle se retrouva en face de Rex, et ce dernier était sans doute le moins effrayant des actifs. Il est le chef de son escouade, composé de dragons, lézards snipers capables de se camoufler très efficacement, de miel, l'ours combattante intellectuellement surdouée, et d'abeilles, composées de multiples éléments formant un essaim d'abeilles, fascinant mais fragile. Ils sont très hiérarchisés et obéissent à un maître, Jonas Murray, dit Muren. Sa principale qualification est d'être un salopard, selon l'un de ses collaborateurs. Il est également un stratège dans le domaine de la guerre bionique. Jonas Murray, grand vénère du programme militaire expérimental de Redmark. Le supérieur de Hartnell, la source des cauchemars qu'il tentait d'oublier dans l'alcool. Bien entendu, beaucoup de gens avaient des patrons qui leur rendaient la vie difficile, mais pas comme la murène du Campeche. La murène du Campeche. Hartnell se plaisait à imaginer son chef comme le méchant d'un mauvais film. Il pouvait ainsi garder l'espoir qu'un vaillant aventurier viendrait un jour pour précipiter ce sale type au fond d'un volcan. Néanmoins, ce surnom semblait approprié. Lorsque Murray souriait, Hartnell s'attendait à voir apparaître des rangées de dents pointues, comme s'il devenait semblable à l'un de ses biomorphes. La chaleur faisait rougir et briller son crâne chauve. À cet instant, malgré les nombreux traits marqués de son visage, son expression était presque impénétrable. Il ne consentait à reconnaître un contact humain que par une légère courbure polie au coin des lèvres. Haut de stature, large d'épaules, avec une carrure de soldat, trahissant cette accélération musculaire juvénile qui avait mis au chômage une génération plus tôt tous les coachs personnels des gens riches et célèbres. Hartnell vit Azanto tressaillir légèrement lorsqu'il lui serra la main, mais Murray n'était pas du genre à broyer les phalanges d'un interlocuteur. Sa force était comparable à celle d'un cobra. Elle demeurait dissimulée jusqu'au moment où elle devait opérer.
C'est l'un des atouts de la société Redmark, spécialisée dans le règlement de problèmes politiques à l'étranger. Des milliers d'employés et un armement à la pointe. Des tonnes de diplomatie, pourrait-on dire. L'histoire débute au Campeche, au Mexique, où Redmark doit aplatir la guérilla populaire des anarchistas avec l'aide de sa division biomorphe. Hélène Santo, une comptable de la société, débarque un beau jour afin de vérifier comment est dépensé le bon argent de la boîte. Mais quelles sont ses véritables intentions? Sous les ordres de Murray, les biomorphes vont commettre des atrocités relevant de la qualification de crimes de guerre. Cependant, les circonstances font que les biomorphes sont coupés des ordres du maître et Rex se retrouve soudain porteur d'un libre arbitre bien encombrant. Heureusement qu'il bénéficie des sages conseils de Miel, dont la vision de la situation est bien plus élaborée qu'elle ne laisse paraître. Dis-nous quels sont les thèmes. Alors parmi les thèmes, on a le droit animalier, qui est actuellement en train de se structurer en champ juridique et en discipline à part entière. Un mouvement se manifeste en effet depuis plusieurs années. Davantage il est vrai sur le plan académique que sur le plan juridique, en vue de construire le droit animalier comme une discipline et un champ juridique autonome. Création de centres de recherche en droit animalier, naissance de revues juridiques spécialisées, Animal Law Review, revue semestrielle de droit animalier, mais aussi enseignement de la matière dans de nombreuses universités américaines. En poursuivant dans cette voie, le droit animalier devrait connaître une évolution comparable à celle du droit de l'environnement ou du droit de la consommation, naître comme élément constitutif de diverses branches du droit, puis progressivement s'en extraire jusqu'à s'affirmer un jour comme un domaine juridique autonome. Le thème de la place de nouvelles entités intelligentes dans la communauté humaine. Il s'agit de s'interroger sur leurs responsabilités ainsi que sur leurs droits. Peut-être devrons-nous nous en inquiéter dans un avenir pas si lointain au sujet des IA. Actuellement, la mise en œuvre de l'IA générative suscite tant d'inquiétudes que le Parlement européen a proposé une réglementation spécifique au sein du règlement général pour l'intelligence artificielle qu'on nomme AI Act. Autre thème, les sociétés privées militaires de type Blackwater et leurs activités obscures. En 2015, au terme de l'instruction d'une plainte déposée par le Premier ministre irakien de l'époque, Nouri al-Maliki, le tribunal fédéral de Washington condamne 4 employés américains de l'ancienne société privée de sécurité Blackwater. L'un à la prison à perpétuité, les 3 autres à 30 années d'emprisonnement pour homicide volontaire, tentative d'homicide et usage illégal d'armes contre des civils. En septembre 2007, les 5 mercenaires qui sécurisaient un convoi diplomatique dans Bagdad avaient ouvert le feu sur des civils, tuant 14 personnes. La légitime défense invoquée par des hommes s'était avérée infondée. À cette époque, Blackwater, comme de nombreuses autres sociétés privées, déployait des milliers d'hommes en Irak en soutien aux soldats américains. Ces mercenaires ont été régulièrement accusés de ne pas respecter les règles de droit qui s'imposent aux militaires. Le thème de la versatilité de l'opinion publique. Dès le début des années 70, dans un article célèbre au titre volontairement provocateur, le sociologue Pierre Bourdieu s'était attaché à démontrer que l'opinion publique n'existait pas. Du moins, précisait-il, celle que les instituts de sondage prétendaient mesurer scientifiquement. La mesure apparemment savante de l'opinion publique par les instituts de sondage fait oublier que cette notion n'est pas un concept scientifique, contrairement à ce que laisse croire la métaphore du baromètre. Notion censée désigner un collectif, l'opinion publique est produite par le fonctionnement même du champ politique. Selon les moments et les idéologies, elle peut être désignée par des expressions telles que, et là les majuscules sont de rigueur, le bien commun, l'opinion du plus grand nombre, la volonté générale, le peuple, la nation, etc. C'est que pour ne pas apparaître comme inspiré par l'arbitraire des dirigeants, l'action politique suppose d'être menée au nom d'une entité qui dépasse la personne de l'acteur politique et de ses intérêts privés. La notion de devoir, important. Avant le développement des sciences humaines, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, a superbement illustré l'évolution de l'humanité dans la fable des 3 métamorphoses, qui ouvre le premier livre d'Ainsi parlait Zarathustra. Selon cette fable, l'homme a été d'abord chameau,
fier de respecter des commandements qu'il supposait venus d'en haut. Mais en cheminant vers le désert, le chameau est devenu lion. C'est l'homme qui a compris que les commandements supposés éternels et d'origine divine n'étaient que des constructions humaines. Ensuite, le lion devient enfant, tranquille et joyeuse affirmation de soi, qui possède la force du jeu, la puissance de cette innocence créatrice. On veut connaître les références. Écologie et biologie. Les travaux de biologistes comme Richard Dawkins. Ce dernier a contribué à populariser la théorie de l'évolution à travers son livre « Le gène égoïste » de 1976. Dans cet ouvrage, il propose l'idée que le gène est l'unité fondamentale de l'évolution et il présente les gènes comme des entités égoïstes qui cherchent à se reproduire et à perdurer dans le temps. Philosophie de la conscience. Finalement, l'identité d'un être, est-ce uniquement une question de biologie ou l'intelligence et la capacité à ressentir des émotions jouent-elles un rôle essentiel? Ces thématiques résonnent avec des débats philosophiques modernes sur la conscience et l'intelligence artificielle. Par exemple, des penseurs comme David Chalmers et Daniel Dennett se penchent sur ce qu'implique la conscience. Peut-elle émerger de systèmes non biologiques? Si des animaux deviennent conscients grâce à des modifications, comment cela changerait-il notre perception des limites de l'esprit et de la vie? Le thème militaire. Le roman aborde les implications militaires de la biotechnologie, ce qui évoque des œuvres comme celles de Philip K. Dick, Haldeman ou Heinlein. Les rapports de domination. L'écrivain Cordwainer Smith aborde les dynamiques de pouvoir, en particulier à travers les relations entre les différentes classes sociales et espèces de son univers. L'éthique du chercheur. L'auteur fait clairement allusion à L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, publié en 1896. Ce roman explore des thèmes tels que l'éthique de la science, la manipulation génétique et la nature humaine à travers l'histoire d'un scientifique, le docteur Moreau, qui tente de créer des êtres vivants en mélangeant des humains et des animaux sur une île isolée. Et bien sûr, pour terminer, on cite Demain les chiens de Clifford Donald Simak. Dans un futur où l'humanité a disparu de la Terre, la planète est habitée principalement par des chiens qui ont développé une forme d'intelligence supérieure. Ces chiens, organisés en société et culture, ont hérité des souvenirs et des pensées des humains, ce qui leur permet d'évoquer le passé de la Terre. Alors, au revoir, à bientôt, et surtout n'oubliez pas, la littérature SF